C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Analyse 24. Sur ce plateau aujourd'hui, je retrouve pour vous M. Jean-Jacques Mamba, député national des Lukunga. Il est de la plateforme Lamuka, porte-parole du MLC. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous, on va analyser les grandes questions de l'heure. On commence d'abord par ce qui s'est passé hier au Palais du Peuple. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez, le président de l'Assemblée nationale a présenté l'ordre du jour. Il a été question de certains points. Et il me semble bien que le député Nawej n'était pas d'accord et il a voulu faire une motion, mais malheureusement, la parole ne lui a pas été attribuée et donc il s'est arrogé le droit de bloquer le micro et même de porter atteinte à l'intégrité physique du rapporteur en le bousculant. Et donc, nous, de l'opposition, nous n'avions pas accepté cette telle attitude et nous avions aussi empêché à ce qu'il prenne la parole. Donc, en fait, il y a eu des bousculades autour de la prise de parole initiée ou lancée par l'honorable Mawej. Alors, cela a sanctionné, a cautionné la suspension de cette plénière dans cette confusion. Oui, parce que le président ne savait pas à quel sein se vouer. Dès lors qu'il a suspendu la première fois, pensant qu'il allait apporter la calmie en voulant donner ou redonner la parole à l'honorable Nawej, et nous n'étions pas d'accord, donc nous avons bloqué une deuxième fois. Et pour apaiser les tensions, il a jugé bon de surseoir la séance et nous allons reprendre les travaux mercredi. En tant que député, quelle leçon morale vous donnez à la population qui vous a élu? Je pense qu'il y a des valeurs républicaines qu'il faut sauvegarder au-delà de nos appartenances politiques. Il est un vœu que nous devons tous cultiver, celui de construire une république, et une république a des valeurs qui sont transcendantes. Et partant de là, il faudrait que chacun de nous puisse essayer de se hisser à la hauteur des valeurs que nous devons tous défendre, indépendamment de notre bord politique. Et je pense que c'est vraiment un effort que nous allons fournir. Maintenant que nous sommes au Parlement, je crois que nous allons amener les collègues à réfléchir dans ce sens-là pour permettre à ce que la République puisse vraiment bénéficier du travail parlementaire. Merci. Vous êtes député national élu de Lukunga. Vous faites partie de la plateforme Lamuka. Lamuka qui jusqu'aujourd'hui et maintenant continue toujours à revendiquer la vérité des urnes. La première question, où est-ce que vous irez avec, jusqu'où vous irez avec toutes ces revendications? Bon, déjà, il faut savoir que la Lamuka n'est pas une plateforme politique, c'était une plateforme électorale. Électorale, oui. Les discussions sont en cours pour la transformer en plateforme politique. Ces discussions n'ont pas encore abouti, elles sont en cours, on attend les conclusions des discussions. Après, en ce qui concerne la vérité des urnes, il faut savoir que nous sommes le seul pays en Afrique qui dans sa dénomination, comporte le mot ou l'adjectif démocratique. Cela veut dire que lorsque vous êtes un pays démocratique et vous voulez le rappeler même dans votre dénomination, vous devez absolument sacraliser, si vous voulez, l'urne ou le choix de l'électeur. Parce que l'épicentre de la démocratie, c'est le choix des électeurs ou la liberté du choix des électeurs. Et donc le combat de la vérité des urnes est un combat sans fin. Dès lors que dans une démocratie, il y a la circulation des élites et ça passe par les élections. Et il faut que pour chaque élection, celles qui sont passées, on ne peut rien y faire, mais celles qui sont à venir, il faut que la vérité des urnes triomphe. Nous avons bientôt des élections au niveau local, nous les aurons, je l'espère. Nous aurons des élections en 2023. Il est quand même un non-sens aujourd'hui de ne pas considérer que nous devons tout mettre en œuvre pour corriger la loi électorale de manière à garantir le choix des électeurs. Parce que comme vous le savez très bien, il y a beaucoup de nos électeurs qui ne croient plus en l'élection. Pour eux, le choix est déjà fait à l'avance et pour eux, aller voter devient une formalité. Et pour une démocratie, c'est dangereux, raison pour laquelle ce combat, nous le prenons à bras le corps et nous pensons que nous allons essayer de batailler pour que la loi électorale soit modifiée, pour que ce combat puisse trouver tout son sens. Alors, une question qui défraie la chronique actuellement, on sait tout ce qui s'est passé pendant les élections. Aujourd'hui, les députés élus de Lamuka prêchent pour qui? Mais il n'y a pas de prédication aucune. Je vous explique que Lamuka n'est pas une plateforme politique. Jusque-là, nous avions de commun accord choisi l'honorable Fayulu pour nous représenter à l'élection présidentielle. Les élections ont été chaotiques. Il n'a pas été élu officiellement, même si nous continuons à dire que c'est lui qui devait être président de la République. Maintenant, il y a d'autres combats. C'est pas que nous mettons de côté la vérité des urnes, mais nous élargissons. Nous ne pouvons pas passer 5 ans de la législature à ne parler que des urnes, pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de problèmes aussi que nous devons intégrer dans cette problématique. Comme lesquels?
il y a des problèmes sécuritaires, il y a des problèmes d'ordre socio-économique, il y a des problèmes d'ordre environnementaux, il y a des problèmes liés à l'emploi, au panier de la ménagère, au salaire. Il y a tellement de sujets dans ce pays qui méritent à ce que nous ayons une attention particulière au-delà du fait que nous cristallisons toujours cette problématique de la vérité des urnes. Je pose la question autrement. Aujourd'hui, bientôt là, ce sera l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La MOCA face à un candidat FCC au candidat de l'opposition, admettons du cash. Pour qui vous allez voter? Non, déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un calcul numérique. Cela veut dire que celui qui va diriger le bureau définitif de l'Assemblée nationale aura un vote majoritaire. Aujourd'hui, la majorité, c'est le FCC cash. Donc à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Le problème, c'est dans le règlement d'ordre intérieur, en ce qui concerne l'article qui parle du consensus dans la représentativité du bureau. Et notre discussion tourne autour de cela. Ça veut dire que nous avons la prétention d'avoir 2 postes au bureau. Et cette prétention repose sur un calcul de proportionnalité dans la Chambre. Ça veut dire le nombre d'élus qu'il y a au niveau de la majorité et le nombre d'élus qu'il y a du côté de l'opposition. Et les calculs nous laissent croire que nous avons normalement droit à 2 postes au niveau de l'Assemblée. Mais malheureusement, nos amis de la majorité ne veulent pas céder. Et d'ailleurs, nous demandent de prendre un poste d'adjoint. Donc, ce qui est quand même très compliqué. Et donc, nous avons signé un PV de non-conciliation parce que jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas encore mis d'accord sur la configuration de ce bureau. Alors, si je pose cette question, parce qu'il y a eu un problème, une rumeur, je parle bien des rumeurs, autour de l'élection des sénateurs et des gouverneurs, on a parlé, il y a eu une enquête qui dévoile qu'actuellement, les députés, les élus de la MOCA soutiennent les tickets du FCC. Enquête ou pas enquête, rumeur ou pas rumeur, une chose est certaine, qu'il y a un problème sérieux dans notre pays. Le problème de la crédibilité des politiciens, le problème de la vision des partis politiques et même de la création, parce que peut-être qu'on en parlera dans cette émission, c'est un problème que tous les partis connaissent. Ça veut dire des problèmes d'indiscipline des élus qui ne suivent pas le mot d'ordre du parti. Ce problème, on l'a vu, on l'observe avec l'UDPS. Ce problème, on l'a observé au MLC. Nous avions un candidat MLC, mais présenté comme indépendant à Kinshasa, qui n'a obtenu que 2 voix sur 5. Nous avons la même chose au FCC. Je veux dire que de manière générale, notre classe politique n'est pas très responsable et n'a pas l'éthique de l'engagement, ou du respect, si vous voulez, de l'engagement. Ça, c'est un problème général. Mais si nous devons aller plus loin, il faut aussi voir comment est-ce que la vie politique est pilotée en RD Congo. La vie est pilotée, elle émarge du patrimoine privé des gens. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit l'État qui soit l'épicentre de l'organisation de la vie politique, ce sont les privés avec leurs faibles moyens qui doivent s'engager pour exister en politique. Quelles sont les conséquences? Je vous donne un exemple banal. Aujourd'hui, on parle des députés provinciaux qui sont corrompus. Je ne suis pas là pour les défendre, mais j'explique un peu la sociologie ou la psychologie de ces députés. Vous avez un député provincial qui doit battre campagne, autant un député national avec ses propres moyens. Et nous avons une population qui, pendant la campagne, n'entend pas un autre langage que dons, boire, manger, faire des dons, construire des ponts, ainsi de suite. Donc, vous imaginez un électeur qui doit, entre guillemets, se faire élire sur base des dons, sur base d'un mécénat. Ça veut dire qu'il doit venir, commencer à faire des œuvres sociales, ainsi de suite, mais tout cela avec son propre budget. Donc, au bas mot, il va se retrouver à avoir dépensé et même s'endetter par moment pour financer sa campagne. Il est à hauteur de 20-30 000 $. Et après, le même député, il se retrouve en position d'être électeur. C'est lui qui devient électeur. Alors, il va faire payer aussi aux autres. Il répercute le comportement qu'il a trouvé sur le terrain. Ça veut dire un comportement de la population qui lui demandait à boire et à manger. Et lui, il dit, écoutez, moi j'ai souffert de cela, je ne sais pas vous donner ma voix. Donc, M. Mamassé, vous comprenez mieux, vous relativisez la corruption. Non, je suis en train d'expliquer. Il faut, avant de trouver des solutions à un problème, il faut d'abord expliquer le contexte. Il ne suffit pas de condamner, parce que vous pouvez condamner une chose, mais elle peut continuer pour la bonne et simple raison que vous n'avez pas résolu le problème à la base. Je suis en train de dire que nous devons lutter pour déprivatiser la vie politique. Cela veut dire quoi, en d'autres termes? Il y a une loi, la loi numéro 5 de juin 2018, barre 008, qui parle du financement des partis politiques. Lorsque vous allez dans certains pays, vous entendez parler du plafonnement des dépenses de campagne. Lorsque vous allez dans certains pays, prenons par exemple le cas de la Belgique, les partis politiques sont financés. Et c'est avec cet argent qu'ils font la campagne.
Lorsqu'on fait la campagne d'une liste, c'est le parti qui finance la liste. Ce n'est pas l'individu qui prend dans ses économies pour aller financer. Oui, mais vous avez été financé par le parti. Malheureusement, non. Et vous avez fait tout avec les moyens des bords. Avec des moyens du bord, avec des moyens personnels. Et cela doit changer parce qu'il y a déjà une loi qui doit être appliquée, qui devrait, dans son application, par exemple, financer les partis au prorata des députés qu'ils ont. Oui. De telle sorte que pour les prochaines campagnes, nous n'ayons pas ce phénomène où vous avez un député, candidat à député provincial national, abandonné à lui-même face à la population, qui doit financer par ses moyens et ensuite vous lui demandez d'obéir à la logique du parti, d'autant plus que lui-même, il a été abandonné par le propre parti, par le même parti. Donc c'est quand même compliqué. Donc, si nous résolvons le problème de financement de la vie politique par l'État, c'est très intéressant parce que nous avons plus ou moins 700 partis qui ne se regroupent que pour des moyens. Comment voulez-vous, par exemple, prenons le FCC. Il y a plus de 200 partis dans le FCC. Vous pensez que c'est une union autour d'un programme? Est-ce qu'ils ont parlé de la fiscalité? Est-ce qu'ils ont parlé des retraites? Est-ce qu'ils ont parlé de comment ils vont financer la gratuité de l'enseignement? Ou ils ont juste parlé du fait qu'ils devaient absolument gagner? Ici, les regroupements se font autour de la victoire électorale et en fonction des moyens qui sont disponibles. Donc, vous avez des grands groupes comme FCC, vous avez des grands groupes ensemble. Et pour votre information, aux dernières élections, il n'y a que 11 partis politiques qui ont pris le risque de se présenter seuls. Ça veut dire des partis où vous voyez, par exemple, UDPS qui s'est présenté seul, MLC qui s'est présenté en tant que parti. Et sur les 11 partis, il y a un seul qui se retrouve dans l'opposition, c'est le MLC. Ça veut dire que tous ceux qui se retrouvent dans l'opposition aujourd'hui ne se sont présentés qu'en termes de regroupement. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il peut y avoir homogénéité de programme dès lors que vous avez 200 partis qui répondent de la même plateforme? Ce n'est pas possible. Question d'actualité, donc question d'élection. Déjà, on sait, le chef de l'État depuis Namibie avait annoncé la révision même du mode du scrutin pour le vote des sénateurs, députés provinciaux. Oui, ça c'est pour régler uniquement le problème de la corruption. Oui, oui. Mais au niveau de la vision politique... Parce que vous avez... pas, non, ça ne suffit pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi crée-t-on les partis? Un parti est créé parce qu'à un certain moment, on estime que nous avons un projet pour une société et que ce projet ne se trouve nulle part ailleurs. S'il se retrouve ailleurs, on adhère dans le parti dans lequel ce projet-là se retrouve, mais s'il ne se retrouve pas ailleurs, ou s'il est spécifique, nous créons un parti politique. On va dire en d'autres termes que dans ce pays, il y a 700 spécificités en termes de vision de développement, parce qu'il y a plus ou moins 700 partis politiques. Comment voulez-vous que des gens se retrouvent avec des spécificités, donc tout à fait différentes, 300 dans le même bloc en train de dire qu'ils soutiennent la même idéologie? Ce n'est pas possible. Si c'était le cas, ils seraient tous dans un même parti. Donc c'est tout à fait ingérable, si on n'assainit pas la vie politique, d'avoir 700, 800, et peut-être que ça va continuer, 1000, 2000, pour des besoins électoraux et pour des besoins de proportionnalité, parce que nous sommes dans une élection proportionnelle. Donc il faut assainir les milieux politiques, il faut privilégier le développement des partis politiques, et pour ce faire, tous les partis mallettes, c'est une expression un peu méchante, mais en tout cas tous les partis appendices, qui n'ont pas de comptabilité, qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de représentativité au niveau national, ces partis-là doivent disparaître parce que, in fine, lorsque vous avez le même parti qui pendant 10 ans, qui pendant 15 ans ne sait pas avoir le double de ses membres, à quoi sert-il? Parce que ce ne sont pas des partis qui prêchent une idéologie ou qui ont un programme à défendre, c'est juste des partis existentiels qui se disent, bon, lors de l'élection, on va se greffer à tel endroit et de telle manière, on aura de l'argent pour faire la campagne et, entre guillemets, on va exister politiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus des partis existentiels, des partis qui veulent juste exister, que des partis actifs. Et là, c'est très, très dangereux pour la démocratie parce qu'on ne s'en sortira pas. Ok, Fayulu, déçu à la présidentielle du 30 décembre 2018, a refusé même de siéger au Parlement comme député national, comme tous les autres députés aussi. Vous, élu sur le label Lamuka, vous étiez derrière Fayulu, ne voyez-vous pas aussi revenir dans la même logique qu'Étienne Tshisekedi en 2011, qui avait demandé à ses députés de ne pas siéger? Non, la politique de la chaise vide ne sert pas beaucoup. D'ailleurs, vous vous rappelez 2011, en 2011, tous les députés UDPS sont siégés. Et d'ailleurs, en 2018, ceux qui ont été exclus de l'UDPS à ce moment-là sont revenus toujours dans l'UDPS. C'est pour dire que même M. Félix Tshisekedi n'a pas pensé que cette décision a été productive et nous ne le pensons pas non plus. Pourquoi? Parce que nous avons été mandatés pour faire un travail, c'est-à-dire défendre les intérêts de ceux qui nous ont mandatés, et nous ne pouvons pas comme ça laisser à la merci de l'Assemblée des personnes non autrement identifiées que sont la majorité présidentielle, dont nous connaissons largement
le bilan, gérer cette assemblée sans que nous soyons là pour nous interposer par rapport aux velléités que nous connaissons. Par rapport aux vérités que vous connaissiez, mais il y a aussi un problème épineux, c'est quant à la question de la désignation du porte-parole de l'opposition. Cette histoire n'a pas réussi depuis 2006-2011. Aujourd'hui, il y a des tractations pour déjà avoir un porte-parole de l'opposition. On apprend même que la Mouka se dispute ce poste avec Ensemble pour le changement, excusez-moi, le MLC se dispute avec Ensemble de Moïse Katumbi. Quelle est votre perception des faits? Et d'abord, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la problématique des partis politiques. Aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec Ensemble, parce que ce sont nos partenaires. Nous avons combattu... Alors que la dernière réunion, Moïse Katumbi n'a pas été... Il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard parce qu'il devait accompagner son fils qui avait eu son diplôme. C'est tout à fait compréhensible. Bon, là, vous êtes en train de parler des problèmes personnels. Moi, je vous parle des problèmes de fond. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je vais évoluer, si vous permettez. Je suis en train de dire qu'a priori, il n'y a pas de problème. Mais je suis en train d'expliquer aussi que nous devrons revenir à la logique des partis. Pourquoi? Parce que les regroupements électoraux peuvent se faire et se défaire. Ils n'ont pas une vocation pérenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour des besoins d'élection, comme on a vu le FCC, ils ont fait un grand groupe de 200, 300 partis politiques. C'est pareil pour Ensemble. Ensemble, aujourd'hui, c'est plus ou moins 51 partis politiques qui ont produit 78 députés nationaux. Si les calculs sont bons, mais je peux me tromper, mais au moins, je sais que c'est une cinquantaine de partis politiques qui, tous ces partis fédèrent autour de M. Moïse Katumbi, qui lui-même n'a pas de parti politique. Mais je parle du MLC qui est un parti politique. Et je pense que nous allons nous en sortir en démocratie dès lors que nous aurons des lignes directives qui sont claires. En termes de gestion des ambitions, il est tout à fait normal, comme cela s'est fait au FCC, qu'aujourd'hui, le PPRD revendique la présidence de l'Assemblée nationale parce que, au sein du FCC, le PPRD a le plus grand nombre de députés. Vous avez le PPRD, après vous allez à AFDC et Alliés, et ainsi de suite. C'est là que vous parlez de poids politique d'un parti. Mais voilà, c'est le poids politique d'un parti. Ouais. Lorsque vous venez dans l'opposition, le MLC a le plus grand poids politique parce qu'il a 51 élus. Donc vous prenez les députés provinciaux, nationaux et les sénateurs. Et il n'y a aucun parti, même dans Ensemble, qui a le même nombre, ne serait-ce que la moitié du nombre de députés que le MLC a. C'est une évidence. Maintenant, partant de là, cela ne veut pas dire que parce que le MLC est le plus grand parti de l'opposition, que le MLC ne va pas discuter. Cela ne veut pas dire que la présidence ou le poste de porte-parole revient automatiquement au MLC parce qu'il a le plus grand nombre de députés. Mais cela veut dire que dans toute discussion de l'opposition, le mot du MLC doit compter. Parce que prenons un autre regroupement qui a beaucoup de députés, le MS, par exemple, de Ensemble, dirigé par M. Pierre Lumbi. Le MS, c'est 5 partis politiques. Donc, lorsque vous éclatez, vous allez constater que chacun de ces partis, il y en a qui ont 4 députés, 5, 6, peut-être un seul sénateur, mais le MLC a quand même 22 députés, 25 députés provinciaux et 4 sénateurs. Donc, c'est quand même un très grand parti et j'espère que nous jouerons notre rôle dans ces discussions pour faire avancer ce débat sur le porte-parole de l'opposition. Si je comprends bien, ce poste revient de droit au MLC, à votre avis? Je venais de vous dire que ce n'est pas le cas, mais je veux simplement dire qu'on ne peut pas parler de ce poste sans faire allusion au plus grand parti de l'opposition. Je pose la question autrement. Pensez-vous que Moïse Katumbi pourra laisser? Est-ce que ce poste revienne à Jean-Pierre Bemba? Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais les évidences sont telles que le MLC est le plus grand parti d'opposition. Ce qu'il en pense n'engage que lui. Après, il y aura des discussions. Après, il peut y avoir un consensus. Je ne vais pas ici avoir une attitude non conciliante. Je dis qu'il peut y avoir un consensus qui fait que M. Moïse devienne le porte-parole de l'opposition. Mais je suis en train de dire que cela ne va rien enlever au fait que le MLC est le plus grand parti de l'opposition aujourd'hui. Parce que ce poste a toujours fait couler beaucoup d'encre et des salives. On n'a pas eu un porte-parole de l'opposition depuis 2006-2011. Aujourd'hui, pensez-vous, quelle chance donnez-vous à quelqu'un d'obtenir ce poste? Mais non, c'est notre capacité à négocier, à parler, et c'est la maturité. Et qu'est-ce qui divisait avant? Parce que déjà, avant, on disait que c'était un problème avec l'Assemblée nationale qui n'avait jamais cautionné. Oui, avant, ils n'ont jamais voulu, à l'époque de M. Kabila, ils s'étaient toujours arrangés pour bâcler de telle sorte que l'opposition ne s'organise pas. Nous pensons que les temps ont changé. Nous sommes en notre troisième législature et nous espérons que les 2 présidents des chambres joueront leur rôle pour nous faciliter à organiser l'opposition autour de son porte-parole. On aborde l'actualité avec vous. On commence d'abord par cette phrase du chef de l'État aux États-Unis qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives. Je reviens encore là-dessus. Le président de la République envisage déboulonner, avoir le soutien extérieur pour déboulonner l'ancien système dictatorial. Comment avez-vous appris cette nouvelle?
Écoutez, ça a été commenté de diverses manières. Je pense qu'il a fait une lecture de la situation et les impératifs quant à la réorganisation de l'État, à la réorganisation de la vie politique. Maintenant, est-ce qu'il l'a dit dans un bon format? Est-ce qu'il l'a dit au bon moment? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite les partenaires? Ça, c'est un mariage, comme je vous le dis ici, entre le FCC et le CACH. Je ne vais pas commenter là-dessus. Une chose est vraie, c'est que le pays était mal géré. Une chose est vraie, qu'il y a eu beaucoup de morts dans ce pays. Est-ce que la dictature a existé après 1997? Et bien sûr que si. Vous savez, il y a eu plusieurs... Mais écoutez, ce n'est pas un secret de polichinelle. Plusieurs politiques ont été emprisonnés pour leurs opinions. Il y a eu des morts, il y a eu des fausses communes. La dictature, parce qu'il y a eu des fausses communes. Mais lorsque quelqu'un marche pour la Constitution et que vous l'assassinez, vous appelez ça comment? Nous sommes dans un pays démocratique, les gens peuvent manifester. Qui est-ce qu'on a assassiné? Kapangala, Rossi Mukendi, ils sont morts pour leurs opinions. Vous êtes assassiné par quelqu'un. Et vous êtes sûr du contraire? Ce sont des forces de l'ordre, il y a même des procès. Parce que nous savons que depuis le 24 avril 1990, Mobutu avait libéralisé le multipartisme. Malheureusement, à l'époque... La fin de la dictature. Parce que non. quand on parle de dictature, on voit un seul parti. Vous êtes dans la... Non, la dictature ne symbolise pas simplement le fait d'un parti. La dictature se lie et se comprend au travers plusieurs choses, notamment la liberté d'expression aussi, la liberté de manifester aussi. Vous pouvez avoir 150 000 partis politiques dans un pays, mais si vous n'avez pas la liberté de manifester, vous êtes dans une dictature. Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer que Rossi, Kapanga, et ainsi de suite, ne sont pas morts parce qu'ils étaient des terroristes ou parce qu'ils étaient en train de piller, mais simplement parce qu'ils revendiquaient que la Constitution ne change pas, parce qu'ils revendiquaient des droits qui sont primaires. Mais monsieur, lorsqu'on a esté en justice... Les commandants qui ont commandé les opérations ce jour-là, quelle preuve voulez-vous? C'est de notoriété publique. Lorsqu'il y a des procès chez BIA, est-ce que c'est moi qui ai créé ces procès? Ces procès, mais c'est de notoriété publique. Donc quelle preuve voulez-vous? Parce qu'il y a des procès qui sont intentés par rapport à ça. Et tout ça pour vous, c'est la dictature? Pour moi, c'est que M. Tshisekedi, parce pour revenir... la dictature, Mamba Jean-Jacques n'allait pas parler comme il parle librement, là. Est-ce que vous étiez en train de parler avant? Non, je tiens à vous informer. Porte-parole du MLC qui parlait, qui s'est permis aussi de mais alors là, je crois que vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Vous savez que lorsque Mobutu avait démocratisé, malgré qu'il y avait la dictature, les gens s'exprimaient. Il y avait des débats télévisés. Rappelez-vous des débats avec Mende à l'époque. Il y avait des débats avec Nimi. Il y avait des débats avec Kamanda Wakamanda. Le débat a toujours existé dans ce pays. Mais ce que je dis simplement, c'est que pendant que nous pensions que ce pays a été libéré, ce pays a connu beaucoup de morts à cause de l'intolérance, et vous le savez. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous sommes dans la 3e législature. Ceux qui ont commis ces bavures en sont responsables. Je ne sais pas s'ils seront poursuivis ou pas, ça, ce n'est pas la question. Nous revenons au propos de M. Tshisekedi. Je pense qu'il a fait le même constat que nous et qu'il pense que ça continue et qu'il a un travail de déboulonnage. Ce sont ses propos et je les respecte. Vous pensez un jour travailler ensemble avec Tshisekedi? Je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. Si vous parlez du fait que je suis au Parlement, oui, je sers la République. Si vous parlez d'un gouvernement être débauché, je vous dis d'emblée non. Après, la politique offre tellement de scénarios qu'il est très possible aussi dans les jours, les mois, les années qui viennent, qu'il y ait un scénario qui force les forces vives à coaliser pour travailler ensemble. Ce n'est que dans ce cadre-là qu'on peut travailler ensemble. Merci. On aborde d'autres choses à présent. On prend toujours une des phrases du chef de l'État qui est en tournée à l'intérieur du pays. Déjà, il se trouve présentement à Béni. Il a annoncé s'installer à l'Est pour éradiquer l'insécurité. Il a dit, je cite, « Ses enfants portent la moitié du sang de l'Est, sa femme est de l'Est. L'homme avec qui il a coalisé pour gérer le pays, c'est un fils de l'Est. Alors, préoccupé par l'insécurité à l'Est, il pense s'installer à l'Est. » Quelle est votre réaction? On attend qu'il s'installe. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il faut qu'on attende. Vous voulez ma réaction? J'attends qu'il s'installe pour que je réagisse. Jusque-là, ce ne sont que des paroles. Autant il avait dit il y aura un informateur, autant il avait dit, il est bien de dire qu'il va déboulonner. Il a tellement dit des choses et nous, on attend qu'elles se réalisent. Vous n'êtes pas sûr qu'il va s'installer à l'Est? Non, je veux dire que le chef de l'État, on nous a même dit que le premier jour qu'il sera président de la République, il va fermer tous les cachots de la nerf. Ça n'a pas été le cas. Il a dit bien deux choses. Je pense que le président de la République est animé de très bonnes intentions, mais un chef d'État ne fonctionne pas avec les intentions. Un chef d'État doit s'assurer de la matérialisation de ce qu'il engage. Ça veut dire que lorsqu'il veut se prononcer, il doit s'assurer que matériellement, il est capable d'honorer son engagement. Et je ne crois pas qu'ils soient en condition aujourd'hui, sans gouvernement et sans quoi que ce soit,
soit d'honorer son engagement. Je suis intéressé par votre radicalisme. Je reviens un peu à une histoire. Je connais la lutte qu'avait Fayoulou, qu'avait... je ne suis pas radical. Excusez-moi, je le sens. Tout le monde qui nous suit à la maison comprend qu'il y a le sens radical. J'étais dans des manifestations de l'opposition avec Fayoulou, avec Félix Tshisekedi. On savait ce qu'il y avait. Et puis, pour votre information, oui, je vous rappelle, lorsqu'ils sont allés à Genève, Fayoulou est allé pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour En quoi suis-je radical? C'est ça ma question, parce que je ne comprends pas. Vous m'avez posé une question sur... Vous doutez systématiquement de tout. Et vous appelez ça radicalisme? Lorsque le chef de l'État dit qu'il va s'installer à Béni, qu'il ne le fait pas ou qu'il ne le fait pas encore, je n'ai pas le droit d'attendre. Attendez. Vous attendez, il a promis. Donc je n'ai pas le droit d'attendre. D'après vous, je dois juste dire oui, bravo, monsieur le chef de l'État, merci de vous installer à Béni, alors qu'il n'est même pas encore allé là. Pourquoi je dois répondre comme ça? Je dois attendre qu'il s'installe pour commenter. Ce n'est pas être radical. Ok, voilà, on évolue maintenant. Dites-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'à Genève, Fayoulou est allé soutenir Félix Tshisekedi. Et directement, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu retrait des signatures. Aujourd'hui, les deux camps sont opposés. Ce qui s'est passé, mais ils sont alors que les deux étaient dans la même lutte, l'alternance. Je crois que c'est un triste épisode de l'histoire de notre pays. Triste, pourquoi? Je dis triste parce que normalement, le meilleur scénario serait que toute l'opposition soit unie contre Kabila. Je crois que le régime qui nous a fait le plus de mal ces 18 dernières années, ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas l'UNC, mais c'est bien le PPRD. Et je dis triste parce que c'est un échec du plan de l'opposition. On a réussi à nous diviser et malheureusement... Et vous le regrettez. Et malheureusement, M. Félix Tshisekedi a transformé Kabila en son allié. Et je crois qu'il en va de toutes les couleurs, depuis qu'il a décidé d'en faire un allié. Au lieu de cohabiter avec lui, il a préféré coaliser avec le PPRD ou le FCC. Et je crois que le fait qu'on n'ait pas de Premier ministre montre à suffisance la difficulté de cette coalition. Mais voilà, c'est un triste épisode de notre histoire. Il y a eu un vote, M. Fayoulou a été désigné, M. Tshisekedi a signé, il s'est engagé, et puis il a renié sa signature sous pression de la base. Après, bon, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, il est président de la République. C'est un événement de triste mémoire. Je ne vais pas commenter sur le passé. C'est déjà passé. Il est chef de l'État. Et aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes, le FCC qui a raflé quasiment tous les postes. Je dis bien d'abord, déjà, au Parlement, vous êtes minoritaire. Que ce soit aux assemblées provinciales, il y a toujours aussi une minorité des membres de l'opposition, la Mouka et autres. Que ce soit même pour le poste des gouverneurs. Quelle force vous aurez aussi à bouleverser la donne? C'est une question qu'il faut poser sur le chef de l'État. Vous êtes en coalition. Je vous la pose, vous qui êtes en face de moi. Je vous dis pourquoi il faut lui la poser. Parce qu'il est en coalition avec un partenaire. En coalition avec un partenaire qui lui prend 25 provinces sur 26. Aujourd'hui, il se retrouve effectivement avec une assemblée majorité FCC, un Sénat majorité FCC, et l'ensemble du territoire national dirigé par des gouverneurs FCC. C'est un dilemme, pas seulement pour nous de l'opposition, parce que vous voulez que je parle de nous, mais c'est un dilemme pour monsieur Félix Tshisekedi qui parlait d'alternance. Comment va-t-il réaliser l'alternance s'il n'a pas même mis sur l'appareil de l'État? L'appareil de l'État, ce n'est pas que la présidence, c'est la territoriale, ce sont des institutions, notamment des institutions électives, la chambre basse et la chambre haute. Donc il n'a pas la même mise sur toutes ces institutions, pas la même mise sur la territoriale. Quid de comment il va réaliser cette alternance? Pour preuve, à chaque fois, vous savez, il y a beaucoup de domaines de collaboration entre lui et le Premier ministre, mais à chaque fois qu'il prend une décision, il est contredit et attaqué par son allié. Donc ça, c'est très difficile pour lui. Et surtout, il y a eu aussi une réaction de Francis Kalombo, non seulement lui, Noël Tchani, qui a dit que le chef d'État peut se rattraper en nommant un Premier ministre qui sortirait de son obédience. Trouvez-vous ça normal? Mais lorsqu'on parle de coalition, ça veut dire que FCC cache forme une même famille politique, dont le chef de l'État a la latitude de choisir un Premier ministre dans cette famille qui forcément peut être aussi de l'UDPS, par exemple. C'est envisageable. C'est normal? Bien sûr que c'est envisageable parce que c'est la même famille politique. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Non, on ne parle plus de la Constitution dès lors qu'il y a la coalition. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Ils ont coalisé. Ça veut dire qu'ils deviennent une seule famille politique. Aujourd'hui, la famille, c'est FCC cash. Donc, le Premier ministre est issu de la famille majoritaire à l'Assemblée nationale. Quelle est la famille majoritaire? FCC. Mais oui, mais c'est une famille. Même un député. S'ils étaient non, entendons-nous bien. S'ils étaient en cohabitation, ce serait différent. Mais il se fait qu'ils sont en coalition. Ça veut dire que c'est la même famille politique. FCCK, c'est une famille politique. La Mouka, c'est une autre famille politique. Donc, il peut prendre UNC, il peut prendre UDPS, PPRD, AFDC. Il peut prendre qui il veut dès lors qu'il pioche dans sa famille politique. Parce qu'on parle de la coalition, tout à l'heure, je suivais sur une chaîne de la place
un communicant du FCC, M. Dieudonné Mwenze, qui a dit que même lorsqu'il y aura aussi à former le gouvernement, on va avoir aussi le poids politique du partenaire. Et le FCC doit avoir les 80% des sièges au gouvernement. Bon, je vais vous dire quelque chose. Je dois vous dire que ça ne m'intéresse pas trop parce que c'est M. Tshisekedi Félix, avec le cash, qui s'est engagé à travailler avec cette famille-là. Nous connaissons cette famille et d'ailleurs nous l'avions combattu ensemble en termes de crédibilité, en termes de responsabilité. C'est une famille qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Donc, dès lors qu'il a pris l'engagement de considérer M. Kabila comme le partenaire de l'alternance, il doit en tirer toutes les conséquences. Et c'est vrai que ce genre de discussion déboucheront naturellement sur la désignation d'un Premier ministre, sur la formation d'un gouvernement, et nous l'attendons de pied ferme, mais il ne nous appartient pas de dire non, ils ont tort de dire cela, ils peuvent prendre 30%. Non, ça, c'est pas notre problème. C'est le problème qui se passe dans une famille politique bien donnée, qui est la famille FCC-Cash, et en tant qu'observateur, je dis très bien, et on constate que ça ne se passe pas comme voulu. Alors, à votre avis, au stade actuel, quelle peut être la chance ou la possibilité au chef de l'État de se rattraper? Qu'est-ce qu'il peut faire pour déjouer la carte? Parce qu'il a quasiment tout perdu, l'Assemblée nationale, le Sénat, les gouvernements de province, les assemblées provinciales. Non, le chef de l'État doit faire ce qu'il a prévu de faire. Je pense que lorsqu'on veut devenir chef de l'État, et surtout lorsqu'on accepte d'avoir des accords avec un partenaire qu'on a combattu il y a des années, on a certainement un plan. Et donc, je n'ai pas connaissance de ce plan. Lui-même, le chef de l'État, lors d'une émission à Top Congo, il avait dit qu'il y a des choses qu'il fera et qu'on verra. On va observer, donc on observe. Que diriez-vous d'une opinion qui pense qu'il a la possibilité ou le droit de dissoudre le Parlement? Il peut le faire, mais en collaboration avec le Premier ministre, et jusque-là, il n'y a pas encore de Premier ministre. Donc, le chef de l'État ne décide pas de manière unilatérale de dissoudre un Parlement, ce qui est tout à fait envisageable. Il le fait en cas de crise persistante entre le gouvernement et le Parlement. Et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons même pas de gouvernement et peut-être qu'il n'y aura pas cette crise parce que si le Premier ministre est issu de la majorité et que le Parlement le soutient, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer la crise. Parce qu'au palais du gouvernement, à votre avis, qu'est-ce qui bloquerait la mise en place d'un gouvernement? Je ne sais pas. Je sais simplement que le fait que nous n'en ayons pas pénalise fortement l'économie du pays, pénalise fortement l'image. Voilà, ça positionne les gens dans une forme de réticence et sur le qui-vive. Donc ce n'est pas bon pour l'économie. Il faut qu'il y ait un Premier ministre, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi. M. Félix et M. Kabila n'ont pas encore trouvé un accord sur l'oiseau rare qui pourra diriger ce gouvernement. 24 janvier, Félix a prêté serment. Nous sommes 17 avril aujourd'hui. Comment vous évaluez le président de la République? Mais là, j'aimerais quand même attirer l'attention de nos téléspectateurs. Vous savez, il y a une culture qui n'aide pas nos chefs, une culture populaire qui n'aide pas nos chefs. Lorsque M. Kabila a commencé, on a d'abord dit qu'il était Momemi Maki. Après Momemi Maki, on a dit qu'il était Sissabi Dimbu. On nous a rabâché les oreilles et on a tué la vue sur Télé 50. On le voyait dans des tracteurs en train de construire je ne sais quoi. Et à la fin, on est en train de dire qu'il n'a rien fait. Aujourd'hui, on est en train de déconduire M. Félix Tshisekedi sur la même voie en disant les 100 jours du chef de l'État. On est en train de monter comment on est en train d'arranger Kassavubu, on arrange l'avenue de l'université. Vous n'avez pas ça? Ce que je suis en train de dire, c'est que, je vous explique, il faut avoir une approche systémique. L'avenue de l'université a été réfectionnée au moins 20 fois ces 10 dernières années. Toutes les avenues qu'il réfectionne ont été réfectionnées. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre réseau routier peut absorber le trafic? Non. Est-ce que nous avons un système permanent d'entretien de nos routes? Non. Est-ce que cela suffit pour les 100 jours? Je dirais que non, parce qu'en réalité, les routes qu'on arrange aujourd'hui vont s'abîmer demain. Kabila fait pire que ça. D'ailleurs, regardez Mobutu. Mobutu nous a fait le pont Maréchal. Il n'y a pas un pont comme ça en Afrique centrale. Nous avons le palais du peuple. Mobutu s'appelait le bâtisseur. Mais nous avons conclu à la fin qu'il n'avait rien fait. Il ne faut pas que M. Tshisekedi se laisse emporter par les djihadistes qui commencent à lui raconter qu'il est exceptionnel parce qu'il a bouché des trous par-ci, par-là. Nous avons un problème systémique, de telle sorte qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est l'organisation autour de la pérennité du service de l'État que les actions d'éclat. Pourquoi quand on est opposant, on voit toujours le noir de l'autre côté? Mais parce que c'est essentiel de créer la balance, c'est essentiel de casser l'enthousiasme, parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un navigue à vue, sans contrôle et sans contrepoids ou sans contre-avis, il va généralement dans la mauvaise direction. Et si vous êtes demandé de donner un conseil à Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous lui direz? Il doit assumer son statut de chef d'État, s'appuyer sur l'article 69 qui lui demande d'organiser l'État, les institutions naturellement de la meilleure manière.
Et il doit vraiment s'assumer en tant que chef d'État et assumer ses décisions. Il n'a pas à venir se justifier à chaque fois qu'il fait une sortie. Lorsqu'il a parlé de déboulonnement, il revient ici, il commence à s'expliquer. Le chef de l'État ne s'explique. Le chef de l'État ne s'explique pas sur ses interviews. Le chef de l'État explique ses actions. Il doit se justifier des actions et des décisions qu'il prend. Parce que devant le souverain primaire, il est responsable. Mais lorsqu'il dit un mot ou lorsqu'il fait une interview, il n'est pas chaque fois obligé de venir expliquer à l'opinion, voilà ce que je voulais dire, ce n'est pas son travail, il a beaucoup de choses à faire. Lorsqu'il a déjà dit quelque chose que je suppose avoir été mûri dans son laboratoire de communication, il n'a pas à s'en défendre. Ce qu'il a à faire, c'est poser des actes et défendre les actes qu'il pose. Quel avenir voyez-vous dans le mariage Cash-FCC? Ce mariage-là ressemble bien à ce qui se passe généralement en Europe. Un monsieur qui a 40 ans, 50 ans, qui ne trouve pas de femme là-bas et tout ça, et qui veut faire venir une femme d'ici. La femme d'ici, qui sait très bien qu'elle va marier un vieil homme, mais qui veut absolument aller en Europe. Vous connaissez la suite de ces mariages-là, c'est du quitte ou double. Soit ils vont rester ensemble, soit ils vont se séparer. Parce qu'il n'y aura qu'un seul qui est fier de ce mariage, c'est le vieux de 50 ans, qui va présenter sa jeune quinoise à tout le monde. Qui, le vieux de et 50 la fille, ans? Mais c'est le FCC. Honni par tout le monde. Qui ne pouvait plus trouver d'autres partenaires, qui s'est trouvé le jeune UDPS qui est vierge politiquement, qui est Maboro Pembe. C'est ce que le FCC cherchait pour se redonner une certaine vie politique. Donc ce partenaire-là s'appelle le FCC et aujourd'hui, l'UDPS est tombé dans un traquenard. Donc aujourd'hui, elle est obligée de coaliser avec. C'est ce type de mariage-là. Et généralement, ça finit pas très bien. La Bible dit quelque part, vous lisez la Bible, je parie bien, que si les fondements sont écroulés, que peut faire le juste? Vous qui êtes supposé être juste dans le camp opposé, qu'est-ce que vous préconisez aussi pour nous faisons ce mariage dure longtemps? Non, ce mariage-là, je crains qu'il ne... C'est pas possible, c'est pas possible. Vous savez, je n'aime pas trop le terme juste parce qu'il n'y a que Dieu qui l'est, d'abord. Et je ne pense pas que l'opposition, c'est une blanchisserie. C'est pas parce qu'entre guillemets, on est opposant que tout ce qu'on dit est bon et qu'on est bien. Non, je n'aime pas ce genre de raccourci. Je dis simplement que les opposants doivent être responsables et lorsqu'on fait des débats comme celui-ci, par exemple, on doit amener des propositions qui construisent aussi. Il ne suffit pas de critiquer parce que foncièrement on est opposant, mais il faut aussi apporter de l'aide et apporter de la manière, de telle sorte que voilà, nos interventions puissent aider aussi ceux qui nous suivent. Peut-être qu'il y a des gens de la majorité qui vont nous suivre, qui vont se dire effectivement sur tel point, M. Mamba a raison, et on pourrait faire les choses autrement. Nous aimons tous la République à notre manière, et il faudrait que nous ayons tous à l'esprit que, opposition comme majorité, devons tous travailler dans l'esprit de faire évoluer notre pays dans un environnement finalement où nous sommes restés des seuls de l'Afrique noire à ne pas avoir évolué. Monsieur Bamba, on termine cette émission. Habituellement, on est habitué, excusez-moi de répéter ça par... Vous vous posez une question et vous répondez. Regardez votre caméra. Je n'ai pas de question à me poser. Vous vous posez vous-même une question et vous répondez. Je n'en ai pas malheureusement. Pourquoi? Parce que moi, on me pose des questions, je réponds. Vous n'avez pas une question, vous posez vous-même. Aucune. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous voulez bien dire en venant ici? Rien de particulier. Je suis venu pour répondre à vos questions et je pense l'avoir fait modestement. Merci. Je rappelle à tout le monde que j'ai reçu M. Jean-Jacques Mamba, député national élu de Lukunga, porte-parole du MLC. Vous le demeurez toujours? Jusque-là, oui. Merci d'être invité sur ce plateau. Et c'est la fin de ce magazine que vous retrouverez en rediffusion déjà de demain à 11h. Merci de votre fidélité à Kim 4.